Eh bien, salut à tous et bienvenue sur Football Garden. C'est Bilal qui vous parle aujourd'hui et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Troisième édition du Garden Talk, l'émission où j'accueille une personnalité proche de Chelsea. On a eu le nouveau Blues, on a eu mon ami Walid et aujourd'hui on a un frérot que je voulais avoir depuis pas mal de temps. On a du coup Kevin Nambua. Comment tu vas, frérot? Très bien, et toi? Ah, moi ça va super, hein. T'es prêt pour cette vidéo ou pas? Toujours, toujours, toujours. Du moment que ça se porte bien à Chelsea, je suis toujours prêt. Ok, parfait. Du coup, comme pour les anciens épisodes, j'ai trois sujets. Je vais les mettre un par un. D'abord, tu vas répondre au premier. Après, je parlerai des autres, hein, évidemment. Je te donnerai pas les trois directs. Et vu que je m'adapte un peu à la personne que j'ai en face de moi, je sais que tu es très souvent allé au stade à Stamford Bridge. Ouais. Et ma première question directement, c'est parle-nous un peu de tes expériences au stade, ton meilleur, ton pire souvenir, mais au moins tes expériences au stade de manière générale. Bah, en vrai, moi, j'ai commencé à aller au stade l'année dernière. J'ai commencé à y aller ouais, non. Quand je dis l'année dernière, ouais, 2023, ouais, si je me trompe pas. Début 2023, pour mon anniversaire, je suis parti genre à Chelsea-Leeds, tout premier match. Et il s'avère que Chelsea-Leeds, hein, lors de la saison vraiment compliquée, on sortait peut-être de 3-4 défaites d'affilée. Et comme de par hasard, ce jour-là, je suis parti le 4 mars et on a gagné 1-0. But de Wesley Fofana. Du coup, Ouais, but de la franchement, tête. ouais, c'est mon meilleur souvenir, pour le coup. Et toutes les fois, par contre, après où je suis parti au bridge, c'était la catastrophe. La Ah, que des catastrophe. défaites? J'ai été à Chelsea-Nottingham dès la rentrée l'année dernière, on perd. Jackson il rate l'action de fou. J'ai été à. J'étais voir. Après, bon, je suis parti voir Chelsea à l'extérieur aussi face à Tottenham, on a gagné, j'étais content. Je suis parti voir Chelsea face à Arsenal, on a pris le 5-0. J'ai payé ma place peut-être 300 euros. Je me suis fait détruire. Franchement, ce jour-là, je me suis fait détruire. Je suis parti à Chelsea City, on a perdu encore. C'est à croire que je suis un chat noir. Et par contre, Ouais. j'étais aussi à Chelsea Bournemouth la semaine dernière aussi. Cette fois-ci, on a gagné. Et voilà. Du coup, au total, c'est deux victoires. Non, trois victoires et trois défaites. Trois victoires, trois défaites. Non, quatre victoires, trois défaites, pardon. Ouais, avec le match contre Tottenham. Ouais, Tottenham, du coup, en Ok. victoire, c'est Tottenham, ouais, Leeds, Tottenham, Bournemouth. Non, là, 3, non, 3-3, je suis bon, ouais. Ok, 3 3-3, victoires, trois ok. défaites. Ok, ouais, non. Moi, je te mens pas, j'ai jamais été au bridge encore. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Et moi, tu vois, je te pose une question simple. C'est comment l'ambiance au bridge, au-delà des matchs, c'est comment l'ambiance dans le stade? Bah, en vrai, ça dépend vraiment de la forme de l'équipe, hein. Les ambiances au stade, ça dépend vraiment de la forme. Quand l'équipe va mal, très souvent, les ambiances, elles sont pétées, vraiment. Genre, le Chelsea Leeds, là, que je te raconte, on était dans un mauvais moment, ça fait que l'ambiance, à la base, Ouais. était éteinte. Par contre, là, par exemple, pour le début de saison, Chelsea City, non, pour le dernier match, pardon, de Thiago Silva l'année dernière, l'ambiance était top. L'ambiance était top, c'était le dernier match de la saison. Voilà, c'était vraiment ambiance fin d'année scolaire, tu vois, un peu, genre, Ouais. voilà, tout le monde est content parce que c'est la fin. Et en plus, on gagne le match. Du coup, c'était top. Franchement, l'ambiance était top. Mais sinon, ouais, City, par exemple, City-Chelsea, l'ambiance, c'était bof, hein. C'est les supporters de City, ils étaient, ils nous ont éteint un peu. Et même du coup, je sais que bah, par exemple, j'ai vu ton vlog là quand t'es parti voir le match contre City là, du coup pour la semaine dernière. J'ai vu que tu as parlé un peu aux gens en dehors du stade aussi. En dehors du stade, comment c'est, enfin, est-ce qu'il y a plus d'engouement quand ils sont en dehors du stade ou c'est pareil? Non, les supporters, en vrai, moi, je pensais qu'ils étaient, genre, très. Bon, ils sont très réalistes, j'estime. Tu sais, genre, quand l'équipe va mal, ils savent, ils partent au match en se disant, on va passer un sale quart d'heure. Ou, tu sais, genre, ils sont vraiment dans cette mentalité-là. Et c'est ça qui influe énormément aussi sur l'ambiance. Tu sais, quand on part confiant, tu sens qu'on on est fou, ça fait du bruit, etc. Mais il y a Ouais. certains matchs, tu sais que, en City, on sait que, voilà, ça allait être Ah ouais. compliqué. Les Ouais, supporters, le ils ont mood ça dans. d'avant-match, le Voilà. mood d'avant-match était pas très positif quoi. C'est exactement. Le mood avant match n'est pas super positif. Du coup, tu es en mode, voilà, quoi, on va aller au match, on va peut-être se faire fracasser. Du coup, on va pas non plus trop faire les fanfarons, tu vois. C'est vraiment ça la mentalité un peu. C'est vraiment ça. Ok, bah écoute, magnifique, c'était ça mon premier sujet, c'était vraiment le côté stade, le côté ambiance et même bah du coup au final le côté victoire-défaite où finalement t'as pas eu que des victoires. Bon ça va, t'as pas eu que des défaites, t'aurais pu y aller et faire 6 défaites en 6 matchs, je pense que Ouais, là ça. ça aurait été terrible. Mais ouais, non, franchement très intéressant. Et comme je t'ai dit, moi j'aimerais bien aller au stade parce que je sais que là ils vont rénover le bridge ou alors carrément ils vont le déplacer. Je sais plus ce qu'ils vont faire. Mais dans tous les cas, l'ancien bridge, là il en a plus pour très longtemps. Je pense que d'ici un an ou deux, c'est terminé malheureusement. Donc ouais, j'aimerais bien aller avant. Et du coup, si tu devais donner un conseil aux gens qui veulent y aller, est-ce que tu leur dirais d'y aller ou d'éviter enfin voilà, qu'est-ce que tu leur dirais? Non, franchement, en tant que blues, c'est une expérience. Et même moi, en vrai, le fait de partir au stade, ça a fait en sorte que ça renforce ses liens avec le club, tu vois. Tu te sens encore Ouais. un peu, tu te sens encore un peu plus proche de Chelsea, tu vois.
Parce que aussi, il y a un truc aussi, il faut se dire, c'est qu'il y a plein de fois où tu vas aller au stade où tu vas même pas vraiment regarder le match. Tu vois? T'es plus là pour l'ambiance, t'es plus là pour crier. Il n'y a pas les commentateurs pour venir t'expliquer je sais pas quoi. Tu tournes la tête, Ouais. t'as loupé une action, il n'y a pas de replay. T'as capté? Ouais. Mais genre, t'es vraiment là, en fait, pour l'ambiance et pour le moment. Et t'es là avec d'autres fans et c'est un plaisir, franchement. Pour l'expérience, c'est vraiment quelque chose à faire. Ça, en fait, ça solidifie tes liens, quoi, avec le club. Moi, j'estime. Ok, c'est le meilleur stade que tu as fait de ta vie ou tu as fait mieux que Stamford Bridge? Non, 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 non. Stamford Bridge, il y a 1000 fois mieux en Angleterre que Stamford Bridge. Ah, voilà, Juste, c'est ça que je voulais savoir. juste, par exemple, Old Trafford, il y a beaucoup plus d'ambiance. J'ai été au Tottenham Hotspur Stadium. En fait, visuellement, c'est une claque. Le Tottenham Hotspur Stadium, il est magnifique. C'est le plus beau stade que j'ai pu Ouais. voir de ma vie. Après, il est nouveau, hein. Ils l'ont rénové. Ça, faut aussi prendre ça en compte. Et le Bridge, ouais, c'est un ancien stade, mais voilà. En termes d'ambiance, il y a mieux. En termes de beauté, il y a mieux. C'est vraiment pas le meilleur. Vraiment pas le meilleur. Ok, ouais, c'est juste pour l'expérience des fans de Ouais, c'est juste, Chelsea, ouais, quoi. parce qu'on est fan de Chelsea, du coup, voilà. Mais sinon, il y a vraiment mieux. Moi, je trouve qu'il y a Ok, vraiment mieux. ok. Bon, bah, du coup, merci pour tes éclairages sur le sujet. On va passer au deuxième point. Mon deuxième point, il est un peu plus football. Là, on va rentrer un peu sur le terrain. Et j'aimerais un peu avoir ton avis, enfin, ton début d'avis, forcément, sur Maresca, qui vient d'arriver au club, du coup, qui a fait une pré-saison et actuellement 3 matchs à l'heure où on s'enregistre. On s'enregistre, du coup, 2 jours avant le match retour contre Servette. Et du coup, je voulais ton avis. Déjà, est-ce que tu avais des préjugés sur le coach avant qu'il arrive? Donc, au moment où il était à Leicester, est-ce que tu étais hype ou quoi? Et surtout, est-ce qu'il t'a fait mentir ou est-ce que tu as encore plus apprécié son truc? En tout cas, voilà, donne-moi ton avis un peu global sur Maresca et voilà. En fait, moi, faut savoir que, bon, je pense comme beaucoup de personnes, avant qu'ils viennent, bon, je voulais pas au début je voulais pas virer Pochettino maintenant. Bon, faut sortir Pochettino, je trouvais que c'était mauvais timing. Voilà, on finit bien la saison. Pour moi, on devait être dans une continuité, garder le même effectif, ou bien tu le renforces légèrement, et tu repars. Sauf qu'à son arrivée, c'est vrai qu'il y a eu énormément de changements, beaucoup de mouvements. Tu vois, par exemple, des cadres comme Chilwell qui sont mis de côté, ils changent complètement la composition, la pré-saison, elle est compliquée. Du coup, tu dis que Ouais. le gars, il a des idées, mais moi, je suis pas prêt, je suis peut-être pas prêt à tout recommencer, tu vois. Maresca, c'est cool, tu vois, t'as fait le truc avec Leicester, l'expérience, il en a pas vraiment, mais tu te dis que, voilà, j'étais réticent. Franchement, j'étais vraiment réticent. Je me dis, voilà, il veut mettre une identité de jeu à Chelsea, mais ça va prendre combien de temps pour prendre. Et là, en vue du début de saison, la pré-saison, j'ai pas vraiment apprécié. Le début de saison, Logique. au final, sur les 3 premiers matchs disputés, tu sens que lui-même, il est dans un truc où il se dit que, bon, les joueurs avaient des automatismes. Du coup, je suis obligé forcément de les mettre un peu dans les. En fait, de leur faire retrouver ces automatismes-là. Mais en même temps, j'essaye aussi de les faire changer. Et tu sens que vraiment, il est dans cette démarche-là et qu'au final, je pense que d'ici la fin de saison, ça va peut-être prendre forme, vraiment. Ses idées vont peut-être prendre forme. Mais actuellement, c'est pas encore exactement comme il veut. Mais je pense que sur le futur, ce qu'il a dans son esprit, ça va porter ses fruits. Et je pense qu'au final, ça va être un top coach. Il faudra lui laisser du temps. Du coup, au final, j'aime bien le type. Voilà. Ok, ça va, il t'a fait un peu Surtout, mentir du coup. ouais, ouais, et ouais, il m'a fait un peu mentir. Et surtout, il est cru dans les interviews. J'aime bien Ah, sa ça oui, ça transparence. j'aime beaucoup. Ça Ouais, change sa des transparence. anciens là, ça change des deux autres d'avant là, Pochettino et Potter qui disaient Boys Très gave fou. Hein. everything. Ça y est, à un moment là il dit les termes, ça fait plaisir. Et du coup, au niveau de son système tactique, on a vu qu'il est passé d'un 4-2-3-1 du coup de Pochettino à une défense à 3, 3-2-4-1 avec le latéral inversé, etc. Qu'est-ce que tu en penses concrètement de ce système-là? Et surtout, est-ce que tu penses que ce système-là peut s'adapter aux joueurs qu'on a dans l'effectif actuellement? En vrai, je pense que, ouais, à terme, forcément, à terme, ça peut prendre. Ça va prendre à terme. Voilà. Mais à l'instant T, on a pu voir même le match face à Wolverhampton. Hein, il y a beaucoup de choses à changer. Voilà, il y a beaucoup de choses à changer. Des joueurs qui doivent être placés à d'autres postes. Et je pense qu'au de toute façon, au final, il va finir par se rendre compte. Et je parle notamment, par exemple, d'Enzo Fernandez, hein, qui est placé limite en 10. Or que je pense qu'il aura une meilleure place en tant que 6 pour ressortir le ballon. Même si défensivement, c'est pas le meilleur. Et aussi, Ouais. défensivement parlant, là, le pressing n'est pas fou pour l'instant. Parce que, bon, dans sa composition, elle est faite pour qu'on joue assez haut. Mais si le pressing n'est pas top, les adversaires, ils ont des boulevards à chaque fois pour partir. Et, ouais, et je pense que ouais, sa compo, pour l'instant, offensivement, c'est top. Mais défensivement, c'est encore très fragile. Et les joueurs Ouais, ne bah, sont pas je suis encore d'accord. habitués. Je suis d'accord avec toi. Surtout que, par exemple, quand on regarde le dernier match contre Wolverhampton, bon, on gagne 6-2, c'est la folie, on est euphorique, c'est incroyable, match de fou, Madueke, The Main Ouais, Man, comme tu l'appelles toi. Non, il a voilà. grâce.
Mais quand on regarde vraiment le match en profondeur, tu te rends compte que Wolverhampton, ils étaient pas non plus totalement bouffés, quoi. En première mi-temps, s'ils ils te mettent 3-4 buts, honnêtement, c'est mérité. T'as la barre transversale, t'as le but hors jeu, t'as les 2 buts qu'ils mettent. Au final, s'ils s'en sortent avec 4 buts à la mi-temps, c'est pas non plus dégueulasse. Et même en deuxième, il y a la frappe de Lemina, bon, il y a hors jeu, mais il y a la frappe de Lemina quand même. Au final, on aurait pu s'en prendre 5, tu vois. Et c'est pour ça que, et c'est ce que j'avais dit dans mon débrief, il fallait quand même relativiser sur cette victoire-là. Et toi, qu'est-ce que t'en penses en fait? Qu'est-ce que t'en penses du fait que, est-ce qu'on doit relativiser ou est-ce que t'es aussi dans le mood euphorie, dans le mood on est les meilleurs, on va jouer le titre, voilà. Moi, forcément, je suis dans le mood euphorique parce que ce match-là face à Wolverhampton, c'est vrai hein, qu'il peut tourner au vinaigre, c'est clair. Mais moi, je pars du principe où l'an dernier, on l'a joué 2 fois ce match, 2 fois de la même manière, et 2 fois il a tourné au vinaigre. Et cette fois-ci, s'il n'a pas tourné au vinaigre, c'est qu'aussi il y a des raisons. Tu vois, je ne veux pas dire qu'il n'y a que le facteur chance, etc. Voilà, on a eu de la chance, etc. Mais il y a eu aussi des raisons, des petits trucs qui ont tout changé. L'entrée de Neto, il y a aussi le Caicedo qui se remet dans son match. Et en fait, il y a plein de petits trucs comme ça qui font qu'au final, ça n'a pas tourné au vinaigre et qu'on a réussi à quand même repartir dans le match, mettre les 6 buts à 2 et à garder la mentalité où on essaie toujours de marquer malgré les 6 buts marqués. Et je pense qu'il y a plein de petits détails qui ont changé, qui font que aujourd'hui, je pars beaucoup plus optimiste du match d'après Wolverhampton, quoi. Ok, ok. Et du coup, pour finir avec le point de Maresca, si tu devais un peu te mettre dans la peau de Maresca là tout de suite, là il y a le match contre Servette, du coup, jeudi soir. Nous, on n'a pas encore vu le match. Je pense qu'au moment où la vidéo sortira, le match sera passé. Mais toi, là tout de suite, qu'est-ce que t'attends du match contre Servette quand on sait que le match aller c'était une purge complète et qu'on s'est vraiment, voilà, on s'est vraiment ennuyé, on a bien dormi. Qu'est-ce que t'attends pour ce match retour? Non, sans mentir, le match retour, bon, on a déjà gagné 2-0 à la... C'est 2-0, non? Ouais. Ouais, On a gagné 2-0 à l'aller. Moi, je veux juste pas qu'on rentre dans un match où Servette, ils nous bousculent trop facilement, ils imposent leur jeu et ils nous mettent trop facilement en difficulté. Parce que je veux bien qu'on les attende parce que c'est à eux de faire le jeu, clairement. C'est plus à nous, nous on est déjà qualifiés. Mais j'aimerais qu'on montre une certaine maîtrise, genre, c'est bon, on est Chelsea, on a des top joueurs, on fait tourner le ballon, on joue avec, on peut jouer avec plus ou moins de la facilité, mais toujours dans de la maîtrise. Moi, c'est ça, en fait, je veux de la maîtrise et que, bon, essayer de dégoûter Servette au maximum et planter des buts et voilà. Arrête de ne pas faire le jeu. Je veux bien comprendre hein, que Servette aura des moments des grosses séquences de possession, mais derrière, faut punir en contre, forcément. Faut s'adapter en vrai. S'adapter, mais dans la maîtrise. Alors, sans trop se mettre en difficulté. Moi, je vois plutôt le match comme ça. Ouais, bah, en même temps, je suis à peu près d'accord avec toi. Moi, juste, il y a un truc que j'ai un peu peur, tu vois, c'est d'entrée de jeu, Servette qui nous bouscule vraiment dès le début du match et qui marque dans le premier quart d'heure. Et là, ça relance tout parce que tu perds 1-0, il y a 2 en score cumulé, il marque un but et ça va en fou. T'as vu le stade de Servette, t'as les supporters qui sont au bord du terrain, là, eux, ils vont mettre le feu aussi dans le match. Ah, moi, je te le dis, si le match passe à 1-0 en tout début de rencontre, vraiment, on va passer un sale match. Moi, je te le dis, on va passer un sale match. Et c'est juste ma seule peur, en fait, c'est de bien rentrer dans le match. Et une fois que t'es bien rentré dans le match, bon, t'as 60% de possession, tu fais tourner la balle, c'est bon, t'es tranquille, tu vois. Mais si tu prends un but d'entrée de jeu, ça va vraiment faire mal. Je pense que t'es d'accord avec moi. Ouais, bien sûr. Ça met le doute. Ouais, donc, et quand on sait que voilà, c'est pas pour rien, il y a souvent, on le dit dans le football actuel, gagner 2-0, c'est le pire score possible pour les joueurs de foot. Parce que t'es un peu en confiance, mais faut pas trop non plus l'être, parce que si tu prends un but, bah c'est la merde, mais t'as quand même 2 buts d'avance, donc au départ tu restes quand même confiant, c'est vraiment le pire score possible à 2-0. Et même pour l'adversaire, au final, c'est le meilleur score limite de perdre 2-0. Tu te dis, tu marques un but et d'un coup t'as tout le monde qui te pousse et tu vois, c'est incroyable. Donc il va falloir faire attention, surtout qu'on sait que Chelsea défensivement, bah ça a pris 4 buts en 2 matchs de Première Ligue. Si ça prend un but en début de match contre Servette, je sais pas si ça tient. Voilà, donc on va voir. Voilà. En tout cas, ça c'était du coup ton avis sur Maresca, très bon avis. Personnellement, je suis un peu plus sceptique que toi, honnêtement. J'ai un peu de mal à cerner le truc, surtout le système de jeu. J'ai un peu de mal avec ce 3-2-4-1. Enzo, il le positionne bizarrement. Les latéraux inversés, j'aime pas. Surtout qu'en fait, t'as beaucoup de milieux, en fait. Là, t'as beaucoup de milieux et tu vas te mettre un latéral au milieu de terrain, tu vois. Donc, du coup, forcément, un des postes offensifs, bah, est bloqué par Enzo Fernandez qui va devoir jouer beaucoup plus haut. Bien sûr. C'est littéralement ça. Ouais. Donc voilà, ça c'était du coup l'avis sur Maresca. Et on va terminer sur le troisième et dernier sujet. C'est un sujet un peu plus global. J'aimerais avoir ton avis un peu global sur le mercato. Du coup, qu'a fait Chelsea cet été, au niveau des recrues qui sont arrivées déjà, et surtout aussi, on va parler un peu plus après, du futur neuf qui pourrait arriver, Osimhen, pas Osimhen, on sait pas, et on a aussi la piste Jadon Sancho qui est là en ce moment.
Qu'est-ce que tu penses déjà, dans un premier temps, du mercato déjà qui s'est passé, qui s'est écoulé ces 2 derniers mois? Bah, en vrai, tu sens que déjà sur le mercato, les dirigeants, ils ont changé un peu de vision. Dans le sens où là, on est dans un recrutement avec des joueurs un peu plus low cost, genre, tu vois, des joueurs un peu plus qu'on connaît moins, tu sais, des Veiga, Berry Hall. Tu vois, on est dans des transferts un peu plus doux et qui permettent, en vrai, à ces joueurs-là de rentrer dans l'effectif sans trop de pression. Par exemple, là, on a eu, parce que juste avant, c'est des mercatos où tu ramènes des Caicedo à 135 millions, tu ramènes des Moudryk à 100 millions, tu ramènes des Enzo à 125 millions. Et forcément, ces joueurs-là, ils rentrent avec une certaine étiquette, avec leur prix, tu vois. Ils sont là, tu sais, on dirait, t'as pas retiré le prix au magasin, ils rentrent Ouais. comme ça, tu vois. C'est vraiment ça avec l'étiquette de prix. Et c'est terrible parce qu'au final, ça met énormément de pression sur ces joueurs-là. Peut-être pas les supporters, parce que les supporters, nous aussi, on a des attentes, mais on est assez gentils, j'estime. Mais les médias, à chaque fois, ils retapent dessus. Et là, franchement, sur ce mercato, je trouve que il a été fait de manière plus ou moins intelligente, où vraiment, tu incorpores des joueurs sans trop de pression. Si ça marche pour eux, tant mieux. Si ça marche pas pour eux, voilà, c'est d'autres joueurs parmi tant d'autres et ils viennent sans trop de pression. Et moi, c'est ça que, franchement, j'applaudis Chelsea, les dirigeants sur ce point-là. Après, il y a aussi un point intéressant, c'est que tu vas chercher. Bon, personnellement, je suis pas très fan depuis son début de saison, là, que ce soit la pré-saison ou le début de saison. Mais tu vas chercher un KDH Jusbury Hall qui a 26 ans. Tu vas chercher Tozin qui a 26 ans aussi. Donc, clairement, tu vas pas chercher des joueurs qui ont tous entre 18 et 21 ans, même s'ils l'ont beaucoup fait. Hein. Je crois que à part les deux, là, le reste, c'est en dessous de 21. Mais au moins, tu as des joueurs de plus de 21, 22 ans qui arrivent. Et si tu ramènes Osimhen ou Sancho, tu as encore d'autres joueurs qui ont de plus de 21 ans qui arrivent aussi. Donc ça, c'est un point positif. Maintenant, je sais pas ce que tu en penses, mais est-ce que voilà, acheter Kellyman 22 millions, acheter Anselmino pour 20 et quelques millions aussi, est-ce que acheter tous ces joueurs-là, c'est vraiment utile quand tu connais un peu la qualité de l'effectif et quand tu sais que tu as besoin d'un numéro 9 et qu'aujourd'hui, on sent que Chelsea manque de fonds pour le fair play financier, pour pouvoir aller acheter ce gros numéro 9, que ce soit Isaac en début de mercato ou même Osimhen maintenant. Bah, après, moi, j'estime qu'il y a deux types de transferts que Chelsea fait. Il y a les transferts pour incorporer des joueurs dans l'effectif et les transferts pour le business. Voilà. Ouais. Moi, les Killman et l'Argentin qui est venu avec le gardien aussi, qu'on a acheté je sais pas, à Bruges ou à Gand, un truc comme ça. Moi, j'estime que ces joueurs-là, je les vois vraiment des transferts business. Voilà, on les achète, on va les envoyer en prêt, ils reviennent, on les vend. C'est un peu comme Hutchinson, on a fait un peu avec Hutchinson et plein Ouais. d'autres joueurs. Moi, c'est là, ces joueurs-là, vraiment, pour moi, c'est des joueurs business. C'est pas des joueurs avec qui tu vas compter. C'est pas des joueurs sur lesquels tu vas compter pour la saison, comme Berry Hall ou bien Veiga, tu vois. Du coup, moi, en vrai, je calcule pas vraiment ces joueurs-là. Sans mentir, moi, je les calcule pas vraiment. Pour moi, ils font pas vraiment partie de l'équipe, entre guillemets. Ce qui fait que, voilà, au final, j'ai pas trop d'avis sur eux. Mais après, ouais, c'est pas bon, en vrai. Sinon, après, les transferts, moi, je trouve que c'est pas non plus trop alertant. Et par rapport au numéro 9, c'est vrai que Chelsea, j'ai l'impression qu'on hésite un peu plus. En fait, ce qui dérange, j'ai l'impression, c'est plus le salaire. Bon, par Ouais. rapport aux Osimhen, par exemple, c'est plus le salaire qui dérange que le montant du transfert au final. Tu vois? Parce que bon, on sait que la DA maintenant, c'est bon, tu peux acheter un joueur assez cher, mais tu lui casses son salaire, tu lui mets un salaire, tu lui donnes des cacahuètes, et s'il performe bien, tu lui mets une plus-value. Tu vois? Du coup, ouais, moi j'estime que pour les transferts, trouver un attaquant de pointe, c'est l'idée, c'est une priorité. Après, ce qu'on fait par rapport au salaire, ça, Mais voilà, tu trouves pas trésorerie. ça alertant par exemple, si on parle du cas Osimhen, on parle pas d'un attaquant que tu vas chercher au Paraguay qui a 19 ans. On parle d'un mec qui est Ballon d'Or africain, huitième au dernier Ballon d'Or. Bon, il demande quoi? 350 000 par semaine, je crois. Je sais pas ce que ça fait à l'année, j'ai pas la tête à calculer tout de suite. Mais ça ferait de lui probablement le joueur le mieux payé du club, vu que Lukaku et Sterling sont en partance. Moi, si Lukaku et Sterling part, je vois pas le problème de donner le salaire que veut Osimhen, honnêtement. Donc, moi, je me pose la question. Pourquoi Chelsea veut absolument casser le salaire de Osimhen quand tu sais qu'en vrai de vrai, ils ont les moyens? Moi, je pense qu'il y a peut-être une petite magouille au niveau du fair play financier qui se disent, oh, ok, si on lui donne le salaire qu'il veut, ça va peut-être être la merde. Ah, possiblement, sans mentir, possiblement. En vrai de vrai, possiblement. Après, bon, moi, de comment moi je vois les choses, j'ai vraiment un délire vraiment méritocratie. Genre, attends que tu prouves et on te donne après. Voilà, moi, je vois un peu de ça dans le délire là. Parce que, bon, Osimhen, c'est vrai qu'il veut une garantie. Hein. C'est clair qu'il veut sa garantie, il touche son salaire, il veut toucher la même chose. Mais moi, je vois un peu Chelsea dans un point de vue où ils se disent que, voilà, on a misé sur beaucoup d'autres joueurs aussi. On leur a donné des salaires, ils n'ont pas été bons. Du coup, on va pas prendre autant de risques cette fois-ci. Tu viens, si t'es chaud, on t'augmente. Si t'es pas chaud, garde ton salaire misérable. Hein. C'est un peu ce truc-là, tu vois.
Moi, je vois un peu ça comme ça. Mais tu penses pas que ça va un peu se retourner contre Chelsea, ce système-là? Parce que là, on a vu du coup que Palmer a été prolongé, forcément, logique. Derrière, je crois que c'est Jackson qui était Jackson aussi, ça, oui. en pourparlers. Donc si Jackson prolonge, imaginons qu'il prolonge, demain, moi, je suis par exemple Malo Gusto, je vois que Jackson prolonge, le lendemain, toc 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 à la direction, je veux une prolongation moi aussi. Et ça va être le cas pour pas mal de joueurs. Donc si, imaginons qu'on fasse une bonne saison, tous les joueurs vont devoir être prolongés en fait dans ce système-là. Et c'est ça le problème en vrai de vrai. C'est vrai. Ça, après, c'est vrai, c'est un problème aussi. C'est vrai que, bon, de toute façon, il y a toujours une bonne part et une mauvaise part, tu vois, dans ces histoires-là. Après, pour l'instant, je trouve que c'est plutôt bien géré. Voilà, là, on a attendu seulement pour Palmer et Jackson. Après, à voir ce que ça va donner sur la saison. Est-ce que, il y aura peut-être 2 ou 3 autres joueurs qui auront leur augmentation? C'est vrai que si ça fait vraiment cet effet-là, à un moment donné, on s'en sortira pas. Mais après, il faut se dire que je pense que les dirigeants attendront vraiment des résultats aussi pour pouvoir aussi commencer à faire ces augmentations-là. Parce que si tu commences à augmenter la masse salariale sans vraiment gagner d'argent par rapport aux trophées que tu remportes ou bien même aux qualifications en Ligue des Champions, c'est vrai que là, tu te dis qu'il y a un vrai problème. Mais si on gagne ces trophées-là et si on arrive à accéder à ces compétitions-là qui rapportent de l'argent, je trouve que c'est pas vraiment un problème au final d'augmenter. Et donner des salaires en vrai décents et des salaires que les joueurs auraient mérité en vrai. Et là, je pense que Ok. j'ai pas vraiment la vraie vision de tous les salaires, mais j'ai vraiment l'impression que les joueurs sont payés vraiment des cacahuètes, hein, comparé à Ah ce oui, qu'ils non, bah, pourraient être. par exemple pour Palmer, avant sa prolongation, je crois qu'il était à même pas 100K semaine, je crois, alors que Palmer à 100K semaine, c'est une folie. Et même là, il est même pas si haut que ça. Je crois que j'avais regardé sur Capology récemment. Je crois qu'il est passé à peut-être 7 ou 8 millions par an, quoi. Là, c'est Donc c'est gentil. pas non plus incroyable, tu vois. Donc bon, moi personnellement, j'ai un peu un avis mitigé sur ce sujet-là parce que voilà, je me dis s'il y a un effet de masse, imaginons qu'on fasse top 4 de PL, la saison se passe plutôt bien, mais on fait pas non plus une saison de fou au point de gagner des trophées, gagner beaucoup d'argent. D'un point de vue individuel, les joueurs auront fait une bonne saison et mériteraient d'avoir une prolongation. Sauf que financièrement, est-ce que tu es capable derrière de financer tout ça? Ça, c'est une question qui est aussi importante. Mais bon, ça, du coup, on divague un peu au niveau des salaires. Forcément, on ne parle plus trop mercato. Mais du coup, on va revenir un peu dans la partie mercato. Imaginons, voilà, tu es directeur sportif à Chelsea. Il te reste du coup maintenant 4 jours pour aller chercher un numéro 9. On est le 27 août à l'heure où on s'enregistre. Tu prends qui concrètement? Osimhen, sans l'ombre d'un Osimhen? doute. Sans l'ombre d'un doute. 100%? Ouais. Ok. Parce que je me dis qu'en vrai, dans les qualités, c'est ce qu'il nous faut. Tu vois, un attaquant qui sait jouer dans la surface de réparation, un mec qui est fort physiquement, qui sait jouer les duels aériens, qui sait couper un ballon au premier poteau, tu vois, qui a de la présence Mhm. aussi. Osimhen, je pense que c'est le joueur qu'il nous faut. Après, voilà, je pense que là, même en termes de prix du transfert, on est vers la fin. Ils viennent de signer Lukaku. Di Laurentiis, je pense qu'il pourrait lâcher un Osimhen pour un 80 millions, quelque chose comme ça. Après, ce sera le salaire, toujours, hein, qui va poser problème. Et moi, Ouais, voilà, donc franchement, du coup, tu t'alignes sur le ouais, salaire, c'était directeur sportif? bah, ouais, franchement, en vrai, je m'aligne. Bon, j'essaye de quand même négocier pour le descendre légèrement. Tu vois, parce qu'on est peut-être entre. Là, il touche peut-être 300 000, peut-être tourner entre 200 et 300 000 en essayant de baisser un peu. Mais sinon, ouais, non, je m'aligne. Moi, franchement, je m'aligne. C'est le joueur qu'il nous faut pour vraiment être compétitif. Ok, ouais, non, bah en vrai de vrai, je pense que je suis assez d'accord avec toi. Moi, le truc, c'est que je suis pas spécialement fan d'Osimhen, et surtout quand il coûtait 130 millions, 130 millions, c'était Ouais, mort. c'est Là, mort. aujourd'hui, on tourne sur des 70 apparemment. Je crois que Al Ahly a proposé 65 millions, donc on tourne autour de ces eaux-là. Euh, à ce prix-là, oui, je prends Osimhen tous les jours, il n'y a aucun problème. Maintenant, s'il demande, je crois qu'il demande 350K à semaine, je sais pas ce que Chelsea peut faire par rapport à ça, est-ce qu'ils vont pouvoir le descendre ou pas. Et je trouve que ça fait quand même beaucoup pour un joueur qui sort d'une saison où il a été bon, on va dire quand même, mais il a pas non plus été étincelant comme il y a 2 ans, il te sort une saison à 30 buts, incroyable, tu vois. Là, il sort une saison à 15 buts, je crois, ce qui est pas mal en vrai de vrai, mais est-ce que ça vaut 350K semaine du coup? Ah, je suis pas sûr, honnêtement, je suis pas sûr. Mais en tout cas, ouais, bah écoute, Osimhen pour toi en pointe, et on va finir avec un dernier dossier. Du coup, c'est l'échange Sterling Sancho. Enfin, j'ai vu aussi qu'il y avait des fois, il y a des gens qui ont dit qu'il y avait Chilwell aussi dans le truc. Je sais pas du Ouais, tout c'est en vrai. vrai de vrai. Mais le deal Sancho Sterling, on va pas parler trop de Chilwell parce que ça a pas trop de rapport pour moi. Mais le truc Sancho Sterling, t'en penses quoi de ce deal là? Bah, en fait, moi, tout de suite, là, je suis pour vendre et pas racheter. Du coup, moi, je vais dire forcément non, tu vois. Sancho, c'est cool, ça, mais ça dépend. En fait, tout dépend aussi du statut qu'il a et de ce qu'il demandera comme place. Par exemple, là, aujourd'hui,
Moi, déjà, je trouve qu'il y a un petit problème à Chelsea, c'est que j'estime que là, devant, on est peut-être un peu trop. Là, je veux par exemple Osimhen en attaque, mais je me dis, Nkunku, il va jouer où, tu vois? Félix aussi, il va jouer vraiment où? Parce qu'en fait, c'est des joueurs on a déjà des joueurs en vrai qui peuvent jouer plus ou moins partout, mais qui n'ont pas de positionnement fixe. Genre, ils sont pas les meilleurs à Mhm. gauche, c'est pas le meilleur attaquant. Par exemple, Félix et Nkunku, c'est pas les meilleurs attaquants gauche, c'est pas le meilleur 10, c'est pas le meilleur attaquant droit, c'est ni le meilleur en pointe. Même Jackson, je trouve qu'il est meilleur en pointe que Nkunku. Ce qui fait que voilà, il y a déjà un petit embouteillage. Maintenant, mettre Sancho, un joueur qui aura des demandes particulières, qui voudra jouer en concurrence, par exemple, avec un Onima Doueke, parce qu'on va dire que Palmer va jouer 10, j'avoue que ça ferait quand même encore trop de joueurs. Comme là, Moudric, par exemple, il y a encore Moudric même dans l'équipe. Et j'estime que là, Moudric, encore, il peut avoir encore ce rôle du joueur. Vas-y, si tu veux le faire jouer 10 minutes de chaque match, il va plus ou moins accepter. Tu vois. Mais Sancho, est-ce qu'il l'acceptera de jouer 10 minutes de chaque match si jamais il ne Non, performe pas spécialement? impossible. Non, tu vois. Du coup, moi, je suis pas pour mettre un Sancho en plus. Si Sterling aujourd'hui il a été écarté, c'est que aussi, je pense qu'il peut pas. On veut pas aussi qu'il prenne autant de place peut-être cette saison, tu vois. Du coup, voilà. Ok, Moi, je suis pas mais du coup, ouais, t'es pour lâcher Sancho, mais le Sancho. T'es pour pour lâcher lâcher, Sterling, mais pas mais acheter. pas non plus de rachat de joueurs. Mais après, moi, je pense vraiment que Sancho, s'il vient, il viendrait pour jouer côté gauche, du coup, pas côté droit. Et côté gauche, on aurait du coup un Neto Sancho dans la rotation à gauche. Et bah après, il y a Mudryk, forcément, on sait pas trop quoi faire de lui, forcément, aujourd'hui. Moi, personnellement, si je te donne mon avis, moi, Sancho, s'il vient dans l'optique d'avoir une concurrence avec Neto, c'est-à-dire que il n'y en a pas un devant l'autre, quoi. Les deux joueront 2500 minutes dans la saison. De toute façon, on va en jouer des matchs, hein, vu le nombre de compètes qu'on a. Bien sûr. Moi, ça me va. Maintenant, si Sancho arrive et veut être titulaire indiscutable, jouer 3000-3500 minutes dans la saison, voilà, non, là, c'est mort. Mais moi, honnêtement, je te dis la vérité. Aujourd'hui, là, vu que Sterling, il est blacklisté, c'est terminé pour lui. Aujourd'hui, à gauche, avoir Neto, Mudryk, personnellement, ça me suffit pas. Parce que Neto, c'est un joueur qui est capable de se blesser 6 mois. Et jouer 6 mois avec Mudryk titulaire côté gauche, je le jure, hein, tous les supporters de Chelsea vont faire des crises d'asthme tous les week-ends. Oui. Bah, Donc franchement, mais après, est-ce que tu dis pas qu'une coucou peut être un backup à gauche? franchement, vu ce qu'il a montré contre City, à gauche, je trouve qu'il a beaucoup de mal, hein. Je vais nuancer aussi. Il a montré du mauvais contre City parce que aussi c'est les conditions qu'on fait. Mais par exemple, il a joué Brighton l'an dernier. Brighton où il fait sa première célébration avec le ballon. Il a joué à gauche. Il a été très bon. Tu vois, en fait, il y aura des systèmes de jeu qui vont faire qu'il va être très en difficulté parce que de toute façon, c'est pas son poste à la base. Mais il y aura des systèmes de jeu, moi, je pense, qui vont faire qu'il sera très en difficulté et d'autres qui vont faire que ça va le faciliter. Mais je pense que en vrai, en backup, dans un cas où vraiment Neto il nous fait une phase, je pense que c'est pas non plus une solution dégueulasse, tu vois. On compare à Modric, franchement, je trouve que c'est une mauvaise Oui, solution. bah ça c'est Du sûr, de coup, toute façon. moi, en fait, je me dis vraiment que rajouter un Sancho, sachant que Nkunku, déjà, on essaie de lui trouver des places. Des Félix, on essaie de leur trouver des places. Je trouve que ça fait trop. Je trouve que ça fait trop. Moi, franchement, je trouve que Ok. ça fait trop. Ouais, non, bah en vrai de vrai, je suis assez d'accord avec toi, mais moi je pars vraiment du principe que si j'ose espérer, si Sancho vient, j'ose espérer que Mudryk, à la fin du mercato, on lui trouve un club en prêt, en vif. Et même s'il va à Strasbourg, hein, franchement c'est bon, on paye le salaire qu'il aille à Strasbourg. Honnêtement, c'est bon. Mais faut vraiment qu'on trouve un point de chute à Mudryk. Et à partir de ce moment-là, tu me ramènes Sancho en rotation. Honnêtement, ça me va. Tu m'as dit tout à l'heure où est-ce qu'on met Nkunku. Pour moi, si on reste dans le système de Maresca avec un double 10 en dessous de l'attaquant, pour moi, tu mets Palmer Nkunku en double 10. Mais dans ce cas-là, ça veut dire aussi que tu enlèves ton latéral inversé et que tu mets un Enzo Caicedo, par exemple, en double pivot ou Lavia, ou, voilà. Mais Ça. du coup, forcément, en fait, tu auras toujours des joueurs qui seront biaisés à un moment, peu importe ta disposition, tu as trop de joueurs, donc tu auras forcément des joueurs qui vont... Ah, ils seront pas là, quoi. Non, mais c'est clair, c'est clair. Avec ce système de jeu-là, donc là, tu proposes un double 10. C'est vrai que il y aura forcément des joueurs sacrifiés. En fait, il faudra forcément sacrifier quelqu'un. Tu vois, Ouais. si on décide de mettre trop d'attaquants, du coup, il va falloir sacrifier un milieu de terrain ou bien un latéral, tu vois, et forcément, ça va faire des dégâts. Après, sachant que défensivement, on n'est pas stable, moi, je dirais que mieux vaut d'abord stabiliser la défense, prioriser d'abord des joueurs assez défensifs dans la composition pour Ouais. après assurer l'offensif. Parce qu'en vrai, si tu prends 5-6 buts par match, le match où tu n'arriveras pas à marquer, tu perdras forcément, tu vois. Surtout que ça nous donnera des matchs explosifs à chaque fois. En tant que fan de foot, et quand tu supportes ton équipe, c'est dur de regarder des matchs explosifs, tu vois. Où tu sais pas comment le Ah match va ouais. se finir, etc.
Du coup, ouais, Ah, on vraiment, joue la le, belle foule. le 2-2, le 2-2 mi-temps contre Wolverhampton, j'étais dépité. Je me suis dit, ça va finir en 4-4 cette histoire, laisse Même tomber. moi, même moi. En tout cas, ok. Ok, ok, ça vient du coup conclure un peu ce talk, cette discussion. Merci Kevin d'être venu, ça fait plaisir. Voilà, du coup, nous, on se retrouve très bientôt. Je sais pas, en fait, je sais pas quand la vidéo sort, donc je pourrais pas vous dire on se retrouve demain, ou on se retrouve après-demain, je sais pas vraiment. Bon, surtout qu'il y a bientôt la trêve en plus, donc même au niveau des débriefs, je suis même pas sûr. En vrai, ça se trouve, cette vidéo sort pendant la trêve, on sait pas vraiment. Voilà, en tout cas, nous, on se retrouve bientôt sur Football Garden. N'hésitez pas à aller vous abonner au frérot Kevin, que ce soit du coup sur YouTube, mais si aussi sur TikTok et sur Instagram. C'est surtout sur TikTok, hein. Moi, j'ai vu ta percée de fou. Voilà, allez vous abonner aussi à lui sur YouTube parce qu'il fait des débriefs et tout comme moi. Donc voilà, pour ceux qui ne seraient pas abonnés, est-ce que tu as un mot de la fin, frérot? Ah, c'est simple, hein. Même si c'est dur, hein. Sachez, hein, qu'on n'est pas condamné à l'échec. On n'est pas Ce n'est pas condamné à condamné à l'échec. l'échec. C'est le C'est plus une très important. très belle phrase de fin. En tout cas, voilà, nous on se retrouve très bientôt. C'était Bilal de la chaîne Football Garden. Portez-vous bien et la paix sur vous.